Je m'appelle Sarah Mebou, j'ai 46 ans, j'habite sur France, j'ai 2 enfants, divorcés, et je bosse à Genève. Alors, je m'appelle Valentine Huguet-Zamora, je suis étudiante, j'ai 23 ans à l'Université de Lausanne en sciences sociales et anciennement sciences politiques. Oui, mon nom est Nelly Van Koy. C'est tout ce que vous... Mon nom est Nelly Van Koy et je suis née à Lausanne, en Suisse, et je suis partie 50 ans aux États-Unis. Mon nom est Hans-Ulrich Jost. J'étais professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lausanne de 1981 jusqu'à 2005. Et par la suite, j'ai été président de la commission pour la publication des documents diplomatiques suisses. Donc, je me suis occupé, en ce qui concerne la neutralité, notamment aussi d'un point de vue historique. Après, les clichés, c'est plutôt aussi... après, il y a le côté... c'est pas forcément toujours négatif. On a aussi le fait qu'on est considéré comme étant très sérieux, très ponctuel, avec une certaine obsession pour la propreté, le fait d'avoir un peu des rues propres, voilà. Je pense que l'argent revient inévitablement. Ouais, j'ai eu affaire à des gros clichés sur l'argent. Par exemple, quand j'ai habité 1 an au Japon et on se baladait avec ma mère d'accueil dans un grand supermarché où il y avait beaucoup de magasins de mode, de grande mode, et elle me dit tu sens cette odeur, ça sent l'argent, c'est comme ça que j'imagine la Suisse. D'accord, soit. Donc c'est vraiment ce cliché de l'argent totalement. Mais plus jeune, c'était plus compliqué. Il y avait de la jalousie aussi. Et le pire, c'est qu'encore maintenant, suivant dans quelle administration française vous allez, si on vous dites ou ils se rendent compte que vous êtes suisse, c'est différent. Voilà. C'est différent par rapport à la façon dont on vous parle et la façon dont on vous traite. Du coup, j'habite en France, je suis suisse, mais j'habite en France, donc je suis considérée comme frontalière. Donc voilà, les frontaliers, vous venez ici pour prendre du travail, vous ne dépensez rien. Voilà, c'est un peu le cliché aussi, voilà, des deux côtés, quoi. En fait, j'ai quitté la France au niveau scolaire vers 15 ans, parce qu'on ne me proposait pas grand-chose au niveau, par rapport à mes résultats scolaires. Je n'étais pas une première de la classe. Du coup, j'ai craqué pour l'école de culture générale à Genève, parce que j'ai vu qu'il y avait des options qui n'étaient pas forcément proposées en France. Donc je me suis tentée là-bas. Vu que mes parents étaient aussi payés leurs impôts aussi sur Genève, l'école pour moi était gratuite aussi. Du coup, j'y suis allée. J'étais une des premières, une première Française à aller là-bas. Et non, j'ai adoré cette école. Et du coup, j'ai passé le diplôme, les 3 années de diplôme, et après je me suis dirigée dans le social, donc je suis restée sur Genève. Quand on fait la comparaison justement avec d'autres pays, où on sait qu'en Angleterre, en Amérique ou par exemple au Japon, on va payer l'école en fonction justement du niveau, et c'est ça qui est terrible. Ça veut dire que si on a une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, elle ne va pas pouvoir se permettre d'avoir une bonne école, donc d'avoir des enfants qui ne sont pas assez bien éduqués scolairement, donc qui ne pourront pas atteindre des bons postes en fait. Et donc en Suisse, étant donné qu'on a cette facilité d'accès à l'éducation, on a, on va dire dans les termes généraux, quand même beaucoup de chance au niveau de l'éducation. Après, si on s'y intéresse vraiment en tant qu'habitant de la Suisse, oui, effectivement, les choses elles changent. On voit tout de suite, par exemple, dans les gymnases, en ce moment, ils sont en train de généraliser le fait d'avoir un appareil informatique et d'enlever tout ce qui est papier, ce genre de choses. Donc on oblige les étudiants à acheter des ordinateurs, des tablettes, et donc aussi, par exemple, on coupe l'accès, en tout cas dans mon gymnase c'était le cas, on coupe l'accès aux prises. Donc ça veut dire que les parents d'élèves qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, ils doivent acheter des tablettes, des ordinateurs qui coûtent forcément cher. Donc ils essaient de se procurer les tablettes, les ordinateurs, le matériel le moins cher possible, mais donc qui ont une mauvaise autonomie,
Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas forcément à l'école tenir la journée, donc ils vont vouloir charger, et en fait on se retrouve à ne pas pouvoir charger, et donc ces élèves, entre autres, au lieu d'avoir les professeurs qui vont se dire bon bah, effectivement t'as pas de chance, va mettre ton ordi à charger, ils se prennent en fait justement des remarques, et certains sont renvoyés du cours parce qu'ils n'ont pas justement leur matériel conforme. C'est un peu c'est un peu vicieux comme terme, la neutralité suisse. Parce qu'on part du principe qu'on est neutre, donc qu'on va prendre parti pour personne, mais en même temps, en prenant parti pour personne, si par exemple on regarde ce qui se passe en Ukraine, la Suisse a décidé de prendre justement une neutralité vis-à-vis de ce qui se passait, on fait quand même fi de beaucoup de problèmes moraux, ou tout simplement, si on reprend la Deuxième Guerre mondiale, inévitablement, on est neutre, mais on laisse passer des avions par-dessus le territoire, des avions nazis, qui est totalement contre... ça fait pas de sens. Je veux dire, on est neutre totalement. Par contre, on refuse les réfugiés juifs et on les renvoie en France ou en Allemagne. Donc, il y a... On tente quelque chose, mais après, je pense qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la peur aussi, et du système capitaliste qui fait qu'on est ce que l'on est. Alors, on va chercher aussi, de toute façon, à s'enrichir et aussi à se protéger. Donc, c'est une question très compliquée, mais je pense que la neutralité suisse, c'est une neutralité vicieuse. D'accord. Pour pouvoir bien comprendre cette situation lors de la Deuxième Guerre mondiale, il faut quand même rapidement faire un petit survol du temps depuis 1815. Au XIXe siècle, la neutralité ne jouait pas un très grand rôle en Suisse. Certes, elle était inscrite comme tâche du Conseil fédéral dans la Constitution, mais ce n'était pas un article primordial. Cette situation changeait au XXe siècle avec ces deux grandes guerres, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où en fait des facteurs en dehors des vecteurs militaires commençaient à jouer un grand rôle, notamment l'économie, donc la fabrication de l'armement, l'économie de guerre. Et si la neutralité disait tout simplement la Suisse ne doit pas participer à des guerres, à ce moment-là, en 1914, la situation devenait compliquée parce que, comme cette Première Guerre mondiale déjà était portée essentiellement aussi sur l'économie, sur la capacité de pouvoir fabriquer des armes, la Suisse était inclue en quelque sorte dans cette guerre parce qu'elle exportait du matériel de guerre. La question était donc, est-ce qu'en exportant du matériel de guerre, on participe à une guerre ou est on encore en dehors? À partir de là, la situation se complique, et puis notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale, où la Suisse était un fournisseur très très important pour l'économie de guerre de l'Allemagne nazie, et puis en même temps, elle essayait quand même de revendiquer le statut de neutralité. Le problème fondamental, donc au XXe siècle, c'est est-ce que le comportement économique, notamment sur le plan international, est-ce que le comportement économique peut aussi avoir un lien avec la neutralité, c'est-à-dire est-ce qu'il faut aussi rester neutre dans les échanges économiques, dans l'accord des crédits, par exemple, lors de la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse a accordé à l'Allemagne nazie des crédits importants pour que l'Allemagne nazie puisse en fait commander du matériel de guerre en Suisse. Alors là, on est au centre d'une problématique dont on n'est pas sorti jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez un peu lu les commentaires ces derniers temps par rapport aux exportations éventuelles de matériel de guerre en Ukraine, Ouais, justement. toute cette problématique est réapparue. Vous savez, j'ai une sorte d'interprétation partagée sur cette neutralité.
Elle est d'une part, certes, en tant que principe, quelque chose comme un bouclier qui permet de maintenir un certain discours politique dans les relations internationales, mais en même temps, elle a aussi la fonction de cacher l'épée qui symbolise le commerce de la Suisse, donc les exportations. Et puis la neutralité, le discours change chaque fois en fonction de la situation et puis finalement pour défendre les intérêts matériels de la Suisse. Alors il y a là une profonde contradiction entre l'idéal d'un pays neutre qui devrait rester complètement dehors des guerres et puis un pays exportateur de matériel de guerre, des exportations qui ont toujours joué un grand rôle lors de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, et même après, donc jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand j'étais plus jeune, la neutralité, on n'en a pas parlé. C'est plus tard, plutôt adulte, jeune adulte, que j'en ai entendu parler. J'ai essayé de comprendre au début ce que ça voulait dire neutralité. Après, j'ai dit ne prends pas parti pour. Et c'est vrai. Après, moi, j'apprécie cette neutralité parce que comme ça, elle laisse un peu respirer autour. Enfin, c'est un peu un endroit où on peut respirer. Même pour les autres pays, on peut accueillir des gens. On peut envoyer de l'aide. Avec le on a la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge à Genève quand même. C'est pas mal. Et oui, je pense que c'est... pour moi, la neutralité aussi, c'est pas si facile d'être neutre des fois. Ça, c'est clair. Après, ils n'ont pas le droit, d'après ce que je me souviens, la neutralité, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'envoyer tout ce qui est armes ou matériel d'armée. Donc, ils peuvent, d'une certaine manière, comme ça a été fait maintenant, de dénoncer ce qui se passe par rapport à la Russie avec l'Ukraine, par exemple. Ça, ils ont dénoncé. Donc, c'est pas comme si... La neutralité ne veut pas dire qu'ils ferment les yeux. La neutralité veut dire que, voilà, on n'est pas forcément d'accord sur ce qui se passe, mais on ne va pas intervenir au niveau militaire. Alors, moi, je suis pour l'instant, assez là-dessus. Là, je vais vous demander de nous définir, selon vous, la définition de la neutralité. Oui, cette question nous mène déjà au centre d'une problématique parce que cette neutralité, elle a des multiples visages et les définitions sont souvent contradictoires. Comme je suis historien, je m'attache en fait au moment où cette neutralité est entrée dans le débat public et puis est inscrite dans le droit international. Et c'était en 1815, lors du congrès de Vienne, donc après la chute de l'Empire napoléonien, les grandes puissances ont organisé un congrès à Vienne pour réorganiser l'Europe et puis réorganiser aussi les États. Et la Suisse était inclue pour apporter aussi son avis sur la définition de la neutralité, mais la Suisse était l'objet de ce congrès de Vienne parce qu'il fallait aussi la réorganiser. Les Suisses, donc les cantons suisses à l'époque étaient très divisés, il y avait peu d'unité, ce qui fait que avec l'aide des grandes puissances, on essayait de reconstruire cette Suisse de 1815. Et dans cette reconstruction, donc élaborée lors de ce congrès de Vienne, à la Suisse a été imposée la neutralité. Seulement, elle était très peu définie. La neutralité, au moment même où on l'a imposée, donc en 1815, ça signifiait uniquement que la Suisse ne devrait plus participer aux guerres des pays étrangers. C'est-à-dire, on a insisté sur le fait qu'à Vienne, on a effectivement déjà parlé de neutralité armée. Cependant, concrètement, aussi bien lors de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, ni l'armée ni la neutralité auraient pu empêcher un pays étranger d'envahir la Suisse, parce que la Suisse n'avait ni la force de pouvoir s'opposer
à une grande puissance, et puis ni la volonté en fait de renoncer au commerce extérieur qui est pour la Suisse fondamental pour la survie. Justement, le problème de cette neutralité, la, la, la définition de la neutralité en tant que principe idéal, c'est encore simple, pas participer à une guerre, mais après le droit de neutralité, c'est très compliqué. Si on dit la Suisse n'a pas le droit de participer à une guerre étrangère, la question sur le plan militaire est simple. Elle ne doit pas aller avec ses troupes, s'associer à un pays en guerre et participer à la guerre. Mais la deuxième chose, évidemment, est-ce que la livraison d'armement de guerre, est-ce que c'est encore conforme à la neutralité? Et puis aujourd'hui, cette discussion concernant les droits de la Suisse en fonction du maintien de la neutralité est tellement contradictoire qu'on ne trouve plus une ligne directrice très claire comme les débats l'ont montré ces dernières semaines chez nous au Conseil national ou dans la presse. Et puis en même temps, elle a pu élargir derrière ce bouclier qui est la neutralité une sorte d'intégration dans le réseau international de l'économie et de la finance. Alors dans ce sens, la neutralité est un joli bouclier, un joli, disons, discours un peu très idéalisé, notamment en la reliant à une histoire légendaire et mythique. On a fait de cette neutralité une sorte d'élément pour se présenter sous une bonne lumière à l'étranger. Cependant, personnellement, je trouve c'est une attitude souvent très opportuniste et puis faussée par des interprétations historiques ou politiques qui étaient fausses ou qui troublaient en fait les vraies intentions de la Suisse. Je prends un exemple. La Suisse avait refusé l'embargo contre l'Afrique du Sud, quand l'Afrique du Sud était encore sous un régime de l'apartheid. Elle a refusé de participer à l'embargo qui a été revendiqué par l'ONU, mais en même temps, elle avait élargi le trafic avec l'or de l'Afrique du Sud pour en fait profiter de cette situation. Alors là, la neutralité en fait n'était pas appliquée de manière honnête pour apporter une solution à ce problème de l'Afrique du Sud, mais on a profité de la neutralité pour augmenter les profits dans le commerce de l'or entre la Suisse et l'Afrique du Sud. Donc cette attitude schizophrénique me gêne beaucoup et ça fait que je regarde l'histoire de la neutralité de manière très critique. Elle va certainement toujours essayer de jouer avec ce jeu, de dire on est neutre, tout en essayant de cacher l'intégration ou la participation au conflit international. On voit notamment actuel cette problématique de ne pas pouvoir se positionner politiquement parce qu'on revendique la neutralité, mais en même temps la neutralité est là pour cacher des relations quand même étroites pour l'un ou dans l'un ou dans l'autre camp de ces conflits du XXIe siècle. Donc cette utilisation un peu faucheton de la neutralité, c'est-à-dire de l'utiliser pour améliorer en fait notre réputation morale dans le monde, tout en participant quand même indirectement aux conflits ou aux guerres et en profitant de ces conflits. Cette contradiction me gêne beaucoup et fait que personnellement je trouve il faut peut-être pas abandonner complètement cette neutralité, mais la relativiser et puis montrer
ou essayer de développer plutôt les points positifs, c'est-à-dire d'intervenir sous le drapeau de la neutralité pour apporter la paix et pas pour profiter des guerres.